D'État de 2 jours du président Alassane Ouattara au Bénin. Le chef de l'État est arrivé ce matin au Bénin pour parler de coopération et de développement sous-régional. Il s'agit de sa première visite d'État au Bénin depuis son accession au pouvoir. Les droits des femmes célébrés aujourd'hui dans le monde entier. La lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur de cette journée. Instituée en 1977 par l'ONU, nous consacrerons une grande partie de ce journal à la Journée internationale de la femme. Et puis le Venezuela pleure son président Hugo Chavez, décédé mardi. Des centaines de milliers de Vénézuéliens et une trentaine de chefs d'État s'apprêtent à assister aux funérailles nationales du commandante. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Le président de la République est au Bénin. Le chef de l'État que vous apercevrez sur ces images est au Bénin à l'invitation de son homologue béninois. Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée par le président béninois Yayi Boni. Honneur militaire, 21 coups de canon, exécution des hymnes nationaux. Salutations et bains de foule ont ponctué la cérémonie d'accueil du président de la République. Et comme vous le voyez, les populations de Cotonou, la principale ville du Bénin, se sont mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux au président Alassane Ouattara. Il s'agit de sa première visite d'État au Bénin depuis son accession à la magistrature suprême. Durant son séjour, il aura des entretiens avec son homologue béninois ainsi qu'avec des hommes d'affaires de ce pays. Je vous propose maintenant d'écouter le chef de l'État. Il situe le cadre de sa visite. Pour lui, il s'agit de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est vraiment une opportunité pour nous de resserrer davantage nos liens. Et je suis aussi venu dire un grand merci au président Yayi Boni pour sa présidence à l'Union africaine. Vous savez, l'année dernière a été une année difficile pour le continent africain, pour l'Afrique de l'Ouest. En tant que président de la CEDEAO, j'ai eu un plein soutien de son Excellence le Président et la conduite de sa présidence à l'Union africaine a été remarquable. Monsieur le Président, grâce à vous, nous avons résolu la question de la présidence de la Commission de l'Union africaine et d'ailleurs à cette question, nous sommes venus à Cotonou 3 fois l'année dernière et grâce à votre élégance, à votre compétence, à votre sens de la diplomatie et de la courtoisie, nous avons pu trouver une solution à Addis Abeba. Donc cette visite d'État, bien entendu, est faire suite à l'invitation de mon frère, si je peux me permettre, mon jeune frère et ami, mais également pour témoigner de notre reconnaissance et de notre volonté de renforcer encore davantage les liens particuliers, séculaires, qui unissent la Côte d'Ivoire et la République du Bénin. Et pour être complet sur le sujet, j'ajoute que le président Alassane Ouattara assiste en ce moment même à la célébration de la Journée internationale de la femme au Palais des Congrès de Cotonou. Avant de quitter Abidjan, le chef de l'État a échangé hier avec le conseiller Afrique du président français. Les deux hommes ont parlé de la situation au Mali. Le président de la République a ensuite échangé avec le président directeur général de la nouvelle compagnie aérienne Corsair. Le reportage de Joram Kofi Abola. Première audience au palais présidentiel ce jeudi 7 mars 2013, celle que le président de la République Alassane Ouattara a accordée au conseiller Afrique du président français François Hollande. Les entretiens ont pour l'essentiel porté sur les questions sous-régionales, notamment la situation au Mali. On a fait un peu le point sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, qui vous savez sont extrêmement riches. Et on a aussi fait un petit point de la situation régionale. Que vous savez que le président Hollande et le président Ouattara sont tous deux très engagés, notamment au Mali. Et donc c'est important de pouvoir échanger un peu d'informations sur tout ce qui se passe dans la région. Le président Ouattara est aussi le président de la CEDEAO. Donc on a fait un tour d'horizon de toutes ces situations régionales. Après le conseiller Afrique du président François Hollande, c'est le président directeur général de la compagnie Corsair qui, à son tour, a été reçu par le président Alassane Ouattara. La compagnie Corsair, à l'instar d'autres, va desservir les Ivoiriens dans le domaine du transport aérien. C'est dans cette optique que son président directeur général a échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je tenais à souligner
l'accueil excellent des autorités ivoiriennes à la compagnie Corsair, toute la grande coopération dont nous avons profité, l'efficacité et la réactivité exemplaire de toutes les autorités ivoiriennes, à commencer par le ministre des Transports. Et je crois que le fait que Corsair vienne, c'est un signe de confiance dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire et c'est un signe de confiance encore plus grand dans l'avenir et les perspectives de la Côte d'Ivoire. Et j'ai rappelé à son Excellence, le président Ouattara, donc la Côte d'Ivoire peut compter sur Corsair pour développer le trafic, pour développer le fret, parce qu'il y a des exportations, et pour développer le tourisme, puisque Corsair, c'est aussi le groupe TUI France, qui est le premier groupe de tourisme, de voyage et de tour operating dans le monde, et également sur le marché français. Je crois qu'il a exprimé sa satisfaction de nous voir arriver, de nos tarifs, qui vont permettre quand même de démocratiser le voyage, le transport aérien, pour les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, pour la diaspora ivoirienne en France, pour tous les expatriés que vous avez ici, pour développer l'implantation de nouvelles entreprises. Donc, je crois que son souhait, ça a été que nous développions le plus rapidement possible et que nous augmentions le plus rapidement possible le nombre de vols. Je rappelle que la compagnie Corsair a lancé hier son vol inaugural. À la primature, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé des audiences à diverses personnalités au centre des échanges, la coopération dans le domaine économique. Il a été surtout question d'investissement privé en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Économie, énergie et coopération à l'ordre du jour ce jeudi à l'agenda du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec Sir McLeod Thomas et les membres du conseil d'administration du groupe indien Tata. La solution s'intéresse à l'exploitation des minerais dans la région de Bangolo. Ils sont venus rencontrer le Premier ministre pour lui expliquer ce qu'il faisait. Et donc expliquer aussi la joie du groupe de travailler en Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont au stade, n'est-ce pas, des études pour voir les potentialités, n'est-ce pas, de sous-sol. Ils ne sont pas encore à une phase de production. Et donc, je crois que cette phase va arriver quand ils auront donc des résultats probants. À sa suite, Jean-Claude Meyer et François Watt, vice-chairman et associé gérant de Worldfish, ont été reçus par le chef du gouvernement. Et nous aimerions aider la Côte d'Ivoire sur le plan financier à assumer cette nouvelle croissance qui est remarquable et qui suscite notre admiration. La Bourse régionale des valeurs mobilières aussi s'est inscrite à la liste des audiences de ce jeudi. Son premier responsable a été reçu par Daniel Kablan-Duncan. Nous avons parlé donc de faire de la place d'Abidjan une place financière donc de premier plan au niveau donc de l'Afrique. À l'heure actuelle, nous sommes la 6e bourse africaine et le Premier ministre nous a encouragés pour qu'on puisse progresser et arriver, si vous voulez, sur le podium. La série des rencontres a pris fin avec les audiences accordées à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. Il était aux côtés de Hélène Le Général, conseiller diplomatique du président français chargé de l'Afrique. L'entretien avec M. Pascal de Izagir, directeur général de Corsair, a été le point final de cette journée. Une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. C'est le thème de la journée internationale de la femme qui est célébrée aujourd'hui. Une journée qui, selon Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, doit être l'occasion de nous remémorer les atrocités et les crimes commis contre les femmes et des filles au cours de l'année écoulée. À toutes ces femmes, nous disons une chose, l'Organisation des Nations Unies est là pour vous, a-t-il ajouté. Ici en Côte d'Ivoire, on s'intéresse à toutes les femmes, notamment à celles du monde rural qui luttent contre la pauvreté. Elles rencontrent de nombreuses difficultés. Ouattara Amadou et Kwadjo Kwame nous présentent la situation des femmes du monde rural à Boaké. Regardez. En Côte d'Ivoire, les femmes constituent plus de 50% de la population. La majorité vit dans le milieu rural. Les travaux ménagers et champêtres constituent l'essentiel de leurs activités. Le matin, quand on se lève, on balaye, on arrange la cuisine et puis on s'en va au champ. 7 heures, souvent le mari est déjà avancé. Les mercredis, on ne prépare pas la nuit. On vient vers les 14 heures pour venir faire vite de la nourriture. Les femmes du milieu rural vivent dans la précarité, avec des revenus annuels assez faibles, si bien qu'elles dépendent de leurs conjoints. Face à cette situation, les femmes se battent bec et ongles pour améliorer leurs conditions de vie. Pour atteindre cet objectif, les femmes du milieu rural mènent plusieurs activités, telles que la poterie et l'élevage de volailles. À Tarosakasu, elles se sont réunies
au sein de l'association des femmes déplacées de Tanoussakasso, village situé à quelques 11 km de Bouaké. Le combat pour leur autonomie financière reste une priorité. Pour aider les femmes qui n'arrivent pas à vraiment avoir de l'argent pour acheter des choses pour pouvoir préparer, aussi du savon pour pouvoir se laver. Donc c'est pourquoi on fait cette cantine-là. Souvent quand elles viennent acheter les poulets, en tout cas elles nous encouragent. Nous voulons qu'elles suivent notre exemple. L'aide qu'on a besoin là, c'est de l'eau. L'eau des robinets. On avait dit qu'on voulait faire des pondeuses. Ça coûte cher. Avec 1 million, il ne faut même pas démarrer. Ce sont les vieilles tantes, les vieilles mamans. Bon. Elles-mêmes n'ont pas d'argent. Notre souhait est d'avoir un tricycle pour pouvoir nous ravitailler en aliments de poulet. Et même les autres courses, comme aller acheter les médicaments pour venir les traiter, transporter les poulets pour aller les vendre en ville. Dans ce village où vivent plus de 1000 âmes, dont 70% de femmes, l'amélioration de leurs conditions de vie demeure une réelle préoccupation. Et intéressons-nous maintenant aux femmes, aux conditions des femmes handicapées de Bouaké. Plusieurs ont réussi à vaincre leur handicap et à se prendre en charge grâce à des activités rémunératrices. Ces femmes, selon Soro Corona et Chaltatou, qui les a rencontrées, vivent dans des conditions difficiles. Selon les données du ministère d'État, ministère de l'Emploi, de la Solidarité et des Affaires sociales, la Côte d'Ivoire compte 2 millions de personnes handicapées. La moitié de ces personnes est constituée de femmes. Ces femmes se battent pour sortir de leur situation de précarité et de pauvreté. Sans grands moyens, elles tentent de surmonter leur handicap en menant quelques activités génératrices de revenus. J'ai choisi ce métier dans un premier temps parce qu'il faut reconnaître qu'en étant avec le handicap, ce n'est pas toutes les activités auxquelles on peut vaguer. On peut aussi apprendre. Donc étant assise, c'est les mains qui travaillent et ça nous facilite la tâche. À Bouaké, seulement 13 femmes des 113 membres de l'association dénommée Femmes vivant avec handicap exercent un petit métier. Il y a certains parmi nous aussi qui ont eu des enfants avec des personnes, mais qui vraiment, ces personnes n'arrivent pas à faire face aux besoins de ces enfants. Et ces femmes handicapées sont livrées à elles-mêmes. Elles sont obligées de se battre encore, non seulement en plus de l'handicap, de fournir encore plus d'efforts encore pour pouvoir faire face à leurs propres besoins ou aux besoins des enfants. J'appelle mes soeurs qui sont dans la rue à prendre leur courage à deux mains, à faire quelque chose pour prouver au monde, aux gens valides que la personne handicapée peut prendre soin de lui-même en faisant quelque chose à la sueur de son front. Ces femmes vulnérables qui constituent le maillon faible de la population aujourd'hui ont un seul rêve. Elles demandent juste le minimum pour s'affirmer en vue de se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille. La condition de la femme handicapée ne s'améliore pas. Raison pour laquelle nous sommes mis d'accord pour nous mettre en association pour mieux faire nous entendre. Nous aussi, nous avons droit à l'épanouissement, nous avons droit à la vie, nous avons droit à tout. Bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, on peut dire que la voix de ces femmes handicapées se fait entendre aujourd'hui. Le 8 mars de chaque année est donc l'occasion de louer leur courage pour leur savoir-faire et de faire valoir leurs besoins et préoccupations sur la scène régionale et nationale. Elles n'ont peur de rien et ont réussi à se faire une place au soleil à la sueur de leur front. Ce sont les Nanabins, ces femmes fortes, belles et riches. Alexis Ouedraogo est allé à la rencontre de ces femmes à la faveur de cette journée internationale de la femme. Son reportage. Derrière son comptoir, Alia renseigne ses clientes et répond à d'incessants coups de fil. La commerçante de bijoux installée au grand marché d'Adjamé a l'œil sur son commerce. Il y a 30 ans déjà, alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, elle s'est laissée séduire par sa mère, une grande commerçante. Il y a longtemps on est dans le commerce, pas aujourd'hui. On voyait souvent avant de partir, on fait des commandes. Et si c'est pour nous appelle, on s'en va chercher. Et les affaires vont plutôt bien malgré la crise. Alia fait bouillir la marmite à la maison et s'occupe de ses 2 enfants. Si je te dis que je n'ai rien fait, là, je mens. Tout près d'elle, Dame Kaba Fofana, elle est habituée à l'axe Abidjan-Dubaï. C'est là que tous les 2 mois, elle part s'approvisionner en dentelle pour son magasin. Mais même tu ne connais pas papier, tu connais une marchandise.
Tu vas arriver au marché, puis tu vas chercher le marchandise que tu veux. Si tu as trouvé, puis tu payes. J'ai trouvé ma maison, je dors là-bas, je suis dans mon magasin, puis je sors le matin. Autre lieu, dans les couloirs du grand marché de Treichville, plusieurs autres femmes s'illustrent tout aussi brillamment. Madame Thiemele, elle, nous raconte la passion et le pouvoir de l'indépendance financière. Sa mère était une de ces femmes à rouler en Mercedes-Benz à l'époque. On les appelait Nana Benz, elle et sa muse. Ma maman était une grande commerçante, elle vendait l'épargne quand j'étais déjà à l'école primaire. Et donc les jeudis, quand on n'avait pas à l'école, je l'accompagnais au marché. Et donc j'étais déjà vendeuse d'épargne. Un seul mot sur les lèvres de ces combattantes intrépides, le courage. Travail là, quand tu te donnes là, c'est difficile, mais une fois que tu te donnes, ça ne te dit plus rien. Si toi-même tu as la volonté de travailler, que tu as envie vraiment le faire, ça passe. Tu ne peux pas rester les bras croisés, attendre tout jeune homme pour te dépanner. Donc, on lutte dessus comme ça. Une vertu qu'elles espèrent inculquer aux plus jeunes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, séjourne en ce moment à New York où elle prend part à la 57e session de la condition de la femme, de la Commission de la condition de la femme. Une occasion pour la ministre de défendre la cause de la gente féminine en mettant en avant les moyens de lutte contre les inégalités basées sur le sexe. Le but de cette rencontre est de faire le bilan des évolutions et de prendre des mesures en vue d'éradiquer le phénomène de violence envers les femmes et les fillettes, l'usage des violences sexuelles comme arme de guerre dans les pays en crise, les violences exercées sur les femmes handicapées et bien d'autres types de violences. Et c'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a institué la Journée internationale de la femme. C'est une occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements. Victorine Yaoyobwe revient sur l'histoire de cette célébration. Dans le monde, plus de 50% de la population est constituée de femmes. Elles sont présentes dans différents secteurs d'activité et participent ainsi au développement de leur pays. Malgré cela, les femmes constituent la frange de la population la plus pauvre de la planète. Une chose explique cet état de fait. Elles n'ont pas accès aux ressources essentielles que constituent le crédit, le prêt, l'héritage. Bien plus souvent, elles sont victimes de viols, de mariages forcés, précoces, de l'analphabétisme, de violences diverses. Le sort qui est ainsi réservé aux femmes a commencé à éveiller leur conscience à travers le monde. Nous sommes en 1857. Les femmes manifestent pour la première fois aux États-Unis, en Europe. Elles réclament l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Les bases de la journée dédiée à la femme sont ainsi jetés. Mais il faudra attendre 1977 pour que l'Organisation des Nations Unies officialise cette commémoration. Chaque pays de la planète est donc invité à célébrer le 8 mars de chaque année les droits de la femme. Je veux dire au gouvernement de mettre un peu plus de femmes ministres dans le gouvernement. Et puis à la justice aussi là. Il y a les crimes qui restent impunis. Par exemple, il y a des femmes qui sont violées et puis ça reste impuni. Le gouvernement n'a qu'à vraiment voir ce côté-là. Ce que je demande au gouvernement, c'est de nous faciliter la tâche, le fait de nous donner un peu de crédit pour que nos commerces puissent avancer un peu. Parce que le temps est dur. On n'arrive pas à payer les choses, tout est cher sur le marché. La journée de la femme fait partie des 87 journées internationales reconnues par l'ONU. Et c'est l'occasion pour la jeune féminine de faire aboutir ses revendications, améliorer sa condition et célébrer les victoires et les avancées. Et on va maintenant à l'étranger. Selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, les troupes françaises au Mali ont fait une grande partie du travail. Arrivé jeudi au Mali pour rencontrer le contingent français, Jean-Yves Le Drian quitte le Mali aujourd'hui.
Visite surprise du ministre français de la Défense au Mali ce jeudi. Jean-Yves Le Drian est arrivé dans le nord-est. Il a salué les soldats français qui mènent depuis 3 semaines un combat acharné contre les islamistes armés dans le massif des Iforas, près de la frontière algérienne. Cette visite intervient 24 heures après la mort, à 100 km à l'est de Gao, d'un nouveau soldat français, ce qui porte à 4 les pertes humaines dans les rangs de l'opération Serval depuis son déclenchement le 11 janvier. Et le Kenya attend toujours les résultats des élections générales de ce lundi. La commission électorale doit annoncer les résultats finaux du premier tour de l'élection présidentielle dans le courant de la journée. Le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta mène la course devant son rival, le premier ministre Raila Odinga, ce qui pourrait lui assurer une victoire dès le premier tour. Et selon le premier décompte, M. Kenyatta obtient pour l'instant plus de 4,7 millions de voix. Le pays retient son souffle. Le camp de Raila Odinga dénonce des fraudes dans le scrutin présidentiel et exige l'arrêt du décompte des bulletins de vote. Et puis le Venezuela pleure son président Hugo Chavez, décédé mardi. Des centaines de milliers de Vénézuéliens et plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à assister aux funérailles nationales du défunt président. Selon les autorités vénézuéliennes, le corps d'Hugo Chavez sera embaumé et exposé dans un cercueil en verre au musée de la Révolution. Plus de 2 millions de Vénézuéliens ont déjà rendu hommage à leurs dirigeants. Et des dizaines de milliers attendent encore leur tour 24 heures sur 24. L'ancien vice-président Nicolas Maduro prêtera serment aujourd'hui comme président par intérim. Et c'est là pour nous de nous intéresser à l'actualité sportive. C'est avec vous, Cathy Touré. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Que vous inspire la Journée internationale de la femme célébrée aujourd'hui? Alors, je pense tout simplement que c'est une manière pour le monde entier de pouvoir célébrer, de pouvoir reconnaître les mérites de la femme. Et je pense que c'est vrai que chaque jour devrait être ainsi, mais bon... il ne faut pas attendre une journée pour célébrer les femmes. Il ne faut pas attendre une journée pour célébrer les femmes et ce qu'on reconnaît de bien. Mais comme on l'a vu dans l'élément, eh bien, il y a des jours qui ont été déterminés, effectivement, pour penser spécialement aux femmes. On en vient maintenant au sport et on va commencer avec le handball, c'est ça. Alors là-bas, on assiste à une gestion un peu particulière. On a un comité de gestion au lieu d'avoir un président. Oui, vous l'avez dit, c'est un comité de gestion qui a été donc installé, décidé donc par le ministère de tutelle. Ce comité aura 10 mois pour jeter les bases d'une fédération solide, bien sûr, en vue du développement du handball ivoirien. Il a été installé mardi dernier par le ministre Alain Lobognon. Résumé. L'avenir immédiat du handball ivoirien désormais entre les mains de ces hommes et dames, techniciens, anciens joueurs, sympathisants et journalistes, avec à leur tête Mariam Kone Yoda, ancienne gloire du handball et directrice des sports de haut niveau. En installant ce comité de gestion, le ministre Alain Lobognon veut selon lui combler un vide juridique qui existe depuis janvier devant l'incapacité des acteurs principaux à élire un président. Pendant 10 mois, l'objectif sera de remettre sur les rails une discipline qui a fait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire. Le handball à lui seul a rapporté plus de 15 trophées à la Côte d'Ivoire. Sélection nationale, club. C'est ce que nous attendons du handball. Que le handball reprenne sa place en tant que discipline. Ce n'est pas une discipline mineure. Le handball a permis de mobiliser des jeunes qui étaient gagnés par l'oisiveté. Le handball a permis de donner une armature sportive à certaines personnes qui aujourd'hui occupent de grands postes. Je pense qu'on doit repartir sur de nouvelles bases. On n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte de nos échecs au niveau du handball. Et surtout, je souhaiterais que le handball ouvre la voie, donne l'exemple aux autres disciplines pour qu'une réorganisation soit faite, bien évidemment avec l'aide de l'État qui entend accompagner le conseil de gestion intérimaire du handball qui a été mis en place. Une mission que la présidente du comité compte réussir avec l'aide de tous, y compris les plus sceptiques. Nous allons tout mettre en œuvre pour mettre en place les bases justement de ce programme-là. Et puis, le président qui viendra, aisément, il va se lancer dedans. Cette période de transition devra prendre fin avec des élections transparentes, mais sans les 4 candidats déclarés en janvier dernier.
Alors, Cathy, le ministre l'a dit, il s'agit de repartir sur de nouvelles bases. Oui. On va s'intéresser maintenant au volleyball. Et là-bas, c'est bientôt le début des activités. Bientôt le début des activités, donc, pour ce week-end. Mais avant, vous permettez que je donne une information qui émane donc du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, qui convie à une concertation tous les présidents de fédérations sportives nationales. Lundi prochain, c'est à 10h à la salle de conférence du dit ministère, assise à la cité administrative Toubé, 8e étage, et l'ordre du jour portera essentiellement sur l'avant-projet de loi sur le sport et bien sûr la parafiscalité. On parlait donc de volleyball. Eh bien, les activités démarrent samedi avec la Super Coupe. Pour mieux aborder cette haute étape, eh bien, tous les acteurs ont été formés. Le but est bien sûr de leur donner les capacités afin d'être plus performants. Reportage Odalébé. Dirigeants de clubs et membres de la Fédération ivoirienne de volleyball ont durant 4 jours été formés aux techniques de management des organisations sportives. Volontariat et bénévolat, rôle, responsabilité du management, comment organiser un événement sportif sont entre autres les thèmes qui ont permis aux séminaristes de perfectionner leurs connaissances. Cette formation nous apprend à bien organiser le groupe dans lequel nous sommes, à bien gérer les groupes, à bien nous comporter avec les collaborateurs que nous avons, faire en sorte que ce pourquoi nous sommes dans les organisations avance. Cette formation, pour nous, est très importante. Ça nous permettra certainement de résoudre beaucoup de problèmes. Et Dieu seul sait qu'il y en a, sans trop d'efforts, comme nous le faisions auparavant. Abdelhadi Gali, l'orateur du jour, donne les motifs de sa participation. Les évaluations que nous avons faites avec les participants semblent donner satisfaction et qu'il va maintenant constituer un modèle pour tous les stages qui vont se faire dans tous les pays francophones en Afrique prochainement. Ce séminaire est d'une importance capitale pour Sanga Touré, président de la Fédération ivoirienne de volleyball. Le contenu de la formation est apprécié par les participants et c'est un cours théorique. Maintenant, après, on espère en tout cas en tant que dirigeant fédéral, on espère voir dans les faits, dans les mois, les années à venir, la réalisation de toutes ces bonnes choses qui ont été dispensées par l'instructeur. Organisé pour la première fois en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, il favorisera la formation des volleyeurs ivoiriens. Et au niveau du football, l'actualité est assez riche. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la décision du tribunal arbitral du sport en ce qui concerne Jacques Anoma? Bien sûr, le TAS a rendu donc sa décision. Comme vous l'avez dit, eh bien, Jacques Anoma ne pourra pas être candidat à la présidence de la CAF parce que le TAS l'a débouté tout simplement. On rappelle que Jacques Anoma s'était adressé au TAS parce que la CAF refusait sa candidature, bien sûr, à la tête de cette institution. Et donc, le TAS a indiqué que la CAF avait tout le droit de refuser ou non la candidature de Jacques Anoma. Voilà. Donc, résultat, l'ancien président ne pourra pas se présenter à la présidence. Issa Yatou, seul candidat, devrait être reconduit pour un 7e mandat de 4 ans à la tête de cette institution dimanche prochain lors du 35e congrès à Marrakech au Maroc. Et avec votre permission, on en vient aux affaires locales sur le rectangle vert toujours. On a joué la 15e journée du championnat national de Ligue 1. Les matchs en retard se sont joués donc jeudi. Hier, à Boaké, le COK est tombé face à l'AFAD et au stade Robert Champoux de Marcory. Eh bien, c'est le Stella qui a déversé toute sa frustration de l'élimination en Coupe d'Afrique sur l'Asie d'Abengourou, 4-1. Et je vous propose le résumé en images. En foulant la pelouse du stade de la Paix de Bouaké pour croiser le fer avec le club Omnisport de Korogo dans le cadre de la 15e journée en retard de la Ligue 1, l'AFAD de Djekanou avait un seul objectif, engranger les 3 points de ce match et confirmer son statut d'Africain. En première mi-temps, sous un soleil de plomb, les deux équipes auront du mal à produire un football de qualité. Les deux formations sportives regagneront les vestiaires sans avoir trouvé le schéma des filets. En seconde période, l'AFAD, un peu plus entreprenante, va prendre la rencontre à son compte. Après plusieurs alertes sans danger, sur cette faute de main de Ba Ibrahim de Korogo, il va s'en suivre un coup franc au bénéfice de l'AFAD qui permettra à Moukoro Cheikh Ahmed de faire apprécier sa puissance des frappes.
72e minute de jeu, AFAD 1, Korogo 0. Pour le temps restant à jouer, la FAD se contentera de maintenir cet acquis jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, la FAD de Djekanou occupe désormais la place des leaders de la Ligue 1. Le Stella Club d'Adjamé ouvre le score dès les premières minutes. Le mur des Princes de l'Indénié s'est écroulé face au tir précis de Mohamed Kaba. La suite du match reste l'affaire des Verts qui domine cette partie. Mathias Ngoran corse l'addition sur cette frappe superbe à la 25e minute. Le Stella part tranquille à la récréation. À la reprise, le Stella Club d'Adjamé avec Élisée Tano pour le 3e but. Les poulains de Rigo Gervais obtiennent un pénalty à la 72e minute. Transformation de Élisée Tano qui signe son doublé. Kone Moussa de Lazi d'Abengourou sauve l'honneur à la 91e minute. 4-1 pour le Stella Club d'Adjamé. Cathy, est-ce qu'on peut avoir le programme de la 16e journée? Effectivement, aujourd'hui déjà, l'entente sportive de Bingerville reçoit l'Africa Sport d'Abidjan au stade Robert Champoux de Marcory. Bassam reçoit EFIM au Parc des Sports de Trècheville. Et puis dimanche, on aura les oppositions COK JCAT à Boaké, Stella Club d'Adjamé d'Inguélé, d'Odiéné au Parc des Sports de Trècheville. Asie reçoit les militaires de la SOA à Bengourou. La SEC Mimosa sera face au CO Sport de San Pedro au stade Robert Champoux de Marcory. Le match que vous pourrez suivre sur votre antenne. Et puis lundi, la FAD reçoit Gagnoa au stade Robert Champoux de Marcory. Je rappelle que tous les matchs sont à 15h30. Merci Cathy pour toutes ces informations. On vous a reçu avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Le plaisir est partagé. On va terminer avec ces informations. Le professeur Alassane Salif Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale, secrétaire général de l'UDPCI, décédé dimanche dernier à Paris, sera inhumé aujourd'hui au cimetière de William-Civil. La levée de corps a eu lieu à 10h ce matin à la mosquée de la Riviera Golf. Et puis je rappelle également que le président de la République est au Bénin pour une visite d'État de 48 heures. Le président Alassane Ouattara au Bénin à l'invitation de son homologue béninois. Il a été accueilli à son arrivée par le président béninois Yayi Boni. Il s'agit de sa première visite d'État au Bénin depuis son accession à la magistrature suprême. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de dire un mot gentil à toutes les femmes que vous rencontrerez aujourd'hui. À demain.